bonsoir. Et si on se mettait à table pour parler de paix, les travaux de prévention des conflits sont lancés à Conakry. Il s'agit de réfléchir sur les causes des crises et envisager des solutions. Fini les examens d'entrée au collège, plus de 160 000 candidats en compétition. L'autre étape, c'est le BEPC, brevet d'études du premier cycle. Le modèle béninois proposé pour assainir la capitale, des experts de Cotonou étaient devant le gouverneur de Conakry pour parler d'assainissement. C'est à suivre dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par ces deux décrets. Le premier instituant la Commission nationale des suivis des accords guinéo-marocains. Le président de la République décrète, article 1er, il est institué une commission nationale de suivi des accords signés entre les acteurs publics et privés guinéens et leurs homologues marocains, notamment ceux signés au cours de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI le 3 mars 2014. Article 2, la commission a pour mission de suivre l'avancement de la mise en œuvre des accords signés le 3 mars 2014 ainsi que tous les accords précédents apparentés et subséquents en découlant. Maintenir le dialogue et la collaboration avec les parties marocaines et leur accorder toute la facilitation nécessaire à la mise en œuvre des projets. Rendre compte au Conseil interministériel et au Conseil des ministres de l'état d'avancement des projets, des difficultés rencontrées ainsi que des solutions envisageables pour l'exécution des 10 projets dans les meilleures conditions. Article 3. Sont nommés membres de la commission les hauts cadres dont les noms suivent. Dr Mohamed Djani, ministre d'État, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, président de la commission. Monsieur François Losenifal, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, vice-président de la commission. Monsieur Mohamed Djari, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, membre. Monsieur Bailo Teluel Diallo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre. Monsieur Idrissa Cham, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, membre. Madame Jacqueline Sultan, ministre de l'agriculture, membre. Madame Fatoumata Binta Diallo, ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, membre. Monsieur Albert Damantan Camara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, membre. Monsieur Marc Yombono, ministre du Commerce, membre. Monsieur Madikaba Camara, ministre conseiller chargé des questions économiques et financières à la présidence de la République, rapporteur. Monsieur Nassirou Diallo, conseiller chargé de l'énergie et de l'hydraulique à la présidence de la République, membre. Madame Aminata Silla, conseillère chargée du secteur privé à la présidence de la République, membre. Monsieur Gabriel Curtis, directeur de l'Agence de promotion des investissements privés à PIP, rapporteur. Article 4. La commission sera dotée de cellules thématiques dont l'organisation et la composition seront définies par arrêté du président de la commission. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée-Conakry le 18 juin 2014. Professeur Alpha Condé. Ce second décret porte en nomination de haut cadre au ministère des Transports. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Cheikh Touré, confirmé. Chef de cabinet, M. Mamadou Dia, ingénieur naval, précédemment vice-président du comité de suivi et évaluation du port autonome de Conakry, PAC. Conseiller principal, M. Ibrahima Khalil Keita, administrateur civil, précédemment président du comité de suivi et évaluation du port autonome de Conakry. Conseiller technique, M. Mohamed Souma, précédemment conseiller chargé de mission. Conseiller économique, Dr Younoussa Koïta, précédemment directeur national des transports terrestres. Conseiller juridique, M. Ahmed Salim Alabi, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Mokhtar Doukouré, précédemment directeur national de la marine marchande. Inspecteur général, M. Madiou So, précédemment directeur adjoint de la Sotragui. Inspecteur général adjoint, M. Amadou Sako, précédemment directeur national adjoint de la marine marchande. Attaché de cabinet, M. Omar Bari, précédemment en service à la direction Europe, Amérique, Océanie, au ministère d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger.
Directeur général du Bureau d'études et de planification, M. Cheikh Mohamed Fofana, précédemment directeur général de l'Office guinéen des chargeurs. Directeur général adjoint du Bureau d'études et de la planification, M. Mamakarifa Kamara, confirmé. Directeur national de la marine marchande, M. Mamadou Selou Diallo, précédemment coordonnateur des opérations de scanographie au port autonome de Conakry. Directeur national adjoint de la marine marchande, M. Mamadou Diallo, en service au bureau d'études et de planification. Directeur national de l'aviation civile, M. Elhaj Djante Keita, confirmé. Directeur national adjoint de l'aviation civile, M. Mansa Kolon Keita, confirmé. Directeur national des transports terrestres, M. Bakari Kamara, en fonction à la Sotragui. Directeur national adjoint des transports terrestres, M. Ibrahima Souma, confirmé. Directeur national de la météorologie, M. Elhaj Mamadou Laminba, confirmé. Directeur national adjoint de la météorologie, M. Yaya Bangoura, confirmé. Directeur général du port autonome de Conakry, M. Mamadouba Sankon, confirmé. Directeur général adjoint du port autonome de Conakry, M. Sori Kamara, confirmé. Directeur général de l'agence de la navigation maritime, M. C.C. Urbain Lama, confirmé. Directeur général adjoint de l'agence de la navigation maritime, M. Kerno Souleyman Ba, confirmé. Directrice générale de la Société navale de Guinée, Mme Fatoumata Sissé, confirmé. Directeur général adjoint de la Société navale de Guinée, M. Omar Bari, confirmé. Directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, M. Sekou Kamara, précédemment directeur général adjoint du dit office. Directeur général adjoint de l'Office guinéen des chargeurs, M. Ibrahima Sorel Sankon, ancien directeur général du SNAP. Directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, Sogéac, M. Oulaba Kabassan Keita, confirmé. Directeur général adjoint de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, Sogéac, M. Kader Yombuno, confirmé. Directeur général de l'Agence de la navigation aérienne ANA, M. Amara Kamara, ingénieur en aéronautique. Directrice générale adjointe de l'Agence de la navigation aérienne ANA, Mme Oumou Diallo, précédemment conseillère technique du ministère des Transports. Directeur général de la Société nationale des chemins de fer de Guinée, SNCFG, M. Badras Yoras, confirmé. Directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer de Guinée, M. Mohamed Fonfi Diarabi, précédemment inspecteur général adjoint du ministère du Transport. Directeur général de la Société des transports de Guinée-Sotragui, M. Bokar Sidibé, confirmé. Directeur général adjoint de la Société des transports de Guinée-Sotragui, M. Amara Kourouma, en service au ministère des Transports. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 juin 2014, professeur Alpha Condé. Premier titre de l'actualité ce soir, le lancement des travaux de réflexion sur l'alerte précoce et la réponse rapide au conflit, un moyen subtil d'anticiper les choses par la prévention de tout éventuel mouvement d'humeur. Cette initiative du gouvernement est appuyée par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Les images de la cérémonie d'ouverture avec le bureau de presse de la primature. Suivez. C'est un atelier qui va se pencher durant 2 jours sur le développement d'un dispositif national d'alerte précoce et de réponse rapide au conflit en Guinée. Cette réflexion intervient à un moment important dans le processus de construction d'un état de droit et de consolidation de la paix en Guinée. La sous-région ouest-africaine est confrontée à des cas de violence sous toutes les formes, les menaces de rupture des liens sociaux, les difficultés d'installation des jeunes États, la porosité des frontières. Et tout cela donne comme conséquence une sorte de multiplication des initiatives et des actions extrémistes. Je crois qu'il est important aujourd'hui que la réflexion puisse prendre le dessus sur les stratégies. Les systèmes d'alerte précoce aujourd'hui sont considérés comme essentiels dans la prise de décisions factuelles en ce qui concerne les situations de conflit
instable et en mutation rapide. Ces systèmes sont aujourd'hui adoptés par plusieurs organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que parmi des sociétés privées dans les différentes parties du monde. Les conflits sont inhérents à la vie de toute communauté. C'est pourquoi le PNUD a aidé la Guinée pour la réalisation d'une cartographie des conflits à travers le pays. Il est important de rappeler que les Nations Unies et le PNUD en particulier sont fermement attachés à la prévention et surtout à la capacité d'anticipation des conflits sous toutes ses formes. Le PNUD, dans sa mission première d'accompagner la Guinée pour une relance de qualité et un développement humain durable, est résolument engagé à renforcer les capacités nationales d'anticipation et de résilience aux conflits à travers les outils et les mécanismes adaptés au contexte du pays. Le Premier ministre était là pour encourager les acteurs et les partenaires à vitaliser la capacité d'intervention à travers le partage d'expériences. Le défi majeur sur lequel vous devez centrer vos réflexions est de savoir comment ce dispositif d'alerte précoce et de réponse rapide pourra permettre au gouvernement et aux acteurs locaux que vous êtes d'apporter de façon synergique des réponses appropriées aux conflits locaux. Il y a aussi la nécessité de savoir, premièrement, comment cet outil pourrait intégrer la problématique des conflits dans les zones minières et autres zones à conflit potentiel, et deuxièmement, comment les jeunes et les femmes peuvent être au centre de ce dispositif comme acteurs de changement pour une paix durable dans notre pays. Les débats devraient permettre d'aboutir à une conclusion commune sur les mécanismes d'intervention et de réaction rapide face aux risques de conflit. Puisqu'on parle de paix, il faut noter cette mobilisation des femmes des Zérékoré pour le processus de réconciliation. Cette région, vous le savez, a souvent subi le poids des différentes crises sociales qui l'ont secoué ces derniers temps. Cette fois-ci, les femmes ont décidé, après une formation, de s'impliquer pour la paix. Habib Cham. Ce déplacement des membres du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix dans la région forestière s'inscrit dans une démarche, celle de faciliter le plaidoyer en faveur de l'implication des femmes dans le processus de réconciliation nationale dans la région. Ce projet financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée avec l'appui technique du Haut Commissariat aux droits de l'homme et du Club des femmes mentors du Centre FECPA vise à contribuer à la consolidation de la paix. Comment est-ce que nous pouvons ensemble, gouvernement, société civile, les sages, les imams, les prêtres, les chefs traditionnels, comment est-ce que nous pouvons ensemble arrêter la violence et résoudre le conflit au-dessus de cette violence, et pour le faire dans une manière qui dise à tout le monde, la région forestière appartient à toute la Guinée, tous les Guinéens sont égaux face à la loi et face à la coutumière, mais en même temps, la diversité, la richesse de la Guinée se trouve dans sa diversité linguistique et communale. Le projet sous le baobab avec les femmes devrait amener la Guinéenne à mieux s'impliquer dans la réconciliation à travers l'amélioration et le renforcement des capacités de la gente féminine. Toutes les femmes de Zérékoré, je leur demande de ne pas rester inactives et surtout qu'elles ne se trompent pas. Mais nous devons consolider la paix à Zérékoré. Et ces femmes sont décidées de veiller et de pouvoir outiller suffisamment les gens afin que le processus de réconciliation ne soit pas un vain mot, mais que ce soit une réalité. Et que ces différents pactes qui ont été agressés au point qu'il y a eu l'année passée des agressions, que cela ne se répète plus. Pour qu'ensemble, qu'on mette ensemble, qu'on réforme les institutions à Zérékoré. Pourquoi pas qu'on rediscute et qu'on repense l'histoire de Zérékoré pour que vraiment plus jamais cela. Le centre FECPA entend outiller les femmes sur l'importance de leur participation dans les prochaines consultations nationales tout en mettant en exergue le dialogue. Le séjour des femmes du centre dans la région leur a permis de rencontrer l'ensemble des acteurs et partenaires du processus de réconciliation dans la zone forestière.
Élections communales et communautaires, la CENI travaille toujours sur la correction du fichier électoral. L'institution vient de confirmer le même souci. Il s'agit notamment de manque de cartes d'électeurs pour certains citoyens. Le découpage électoral est aussi au cœur des débats. Saïdou Diallo. La mission de la CENI dépêchée dans les 33 préfectures du pays a procédé au recensement des différentes anomalies rencontrées sur le fichier électoral. Le constat révèle qu'en 2013, lors des élections législatives, plusieurs citoyens légalement recensés n'ont pas pu voter. Cette première catégorie ne disposait pas de carte d'électeur. Ils sont au total 4000 pour la seule commune de Matam. La révision complémentaire, c'est une seule partie, une partie qui a été prise en charge. Donc, une bonne partie a été omise. Il faut corriger. À ces omissions s'ajoute l'éloignement des électeurs constaté lors de ce même scrutin. Ce second cas s'explique selon les techniciens par le déplacement des kits d'enrôlement opérés sur le terrain. Conséquence, des électeurs comme ici à Dixine Mosquée se sont retrouvés dans un quartier de la Minière. Le kit que Dixine Mosquée, secteur Samba a reçu, c'était mis dedans l'université. Donc l'opérateur de saisie n'a pas tenu compte du quartier, il mettait le nom des gens comme ça et finalement les gens se sont quand on a imprimé les cartes, se sont retrouvés à la université. Pour la CENI, l'identification de ces problèmes et leur correction vise à améliorer le fichier électoral pour faciliter davantage la tenue des élections. Nous sommes sur le terrain justement pour corriger ces anomalies-là. Par exemple, quand vous prenez l'une des fiches, c'est le groupe d'électeurs déplacé à tort. Une autre fiche, c'est la fiche numéro 5, 4 je vais dire, c'est le groupe d'électeurs éloignés de leur bureau de vote. Pour le moment, nous sommes en train de faire la collecte de ces anomalies, faire des propositions de correction. C'est par la suite que la CENI va se déterminer avec notre opérateur. Dans les jours à venir donc, l'ensemble de ces anomalies vont être remontées au niveau du site central pour éviter que de telles erreurs ne se répètent lors des prochaines élections. De ces anomalies, on va parler de cet atelier de perfectionnement dans l'exercice du journalisme. Il a été organisé ici même à la RTG Coloma en début de semaine avec un objectif très clair, permettre aux journalistes de la maison mère d'exercer le métier de façon plus responsable. Rose Pocho, Marie-Angélique Bangora. Les médias publics vers un traitement plus large et responsable des informations. C'est dans cette optique que s'inscrit cette session de formation des journalistes, en particulier ceux de la radio Coloma. Des thèmes comme le rôle d'un rédacteur en chef, le fonctionnement d'une rédaction sont débattus au cours de la rencontre. Le conducteur, c'est ce qui permet de faire le fil d'une émission d'un journal télévisé, d'un journal radio. Nous allons parler aussi bien sûr du fond, c'est-à-dire de l'information elle-même, de la manière de traiter l'information, de la manière d'intéresser l'auditeur. Et puis nous allons bien sûr aider les journalistes dans leur travail quotidien, c'est-à-dire à s'améliorer. Le premier responsable de cette rédaction reste le rédacteur en chef. Il est chargé de faire appliquer la politique éditoriale de la station. Mon rôle principal, c'est d'initier des reportages, les planifier et puis les confier à des agents qui contribuent à alimenter nos éditions d'information. J'avoue que ce n'est pas facile à la radio parce qu'on a 7 éditions d'information par jour, plus les flashs horaires, disons 5 à 6 flashs horaires par jour, et tout cela doit être alimenté au fil des minutes. Nous attendons beaucoup de cette formation. C'est une remise à niveau. Dans nos différentes salles de rédaction, nous avons tendance souvent à négliger certaines notions qui sont capitales pourtant dans la collecte, le traitement jusqu'à la diffusion de l'information. Ils sont une trentaine de journalistes à suivre cette formation de 4 jours. Une formation financée par Search for Common Ground dans le cadre d'appui aux médias publics et privés. Des nouvelles moins réjouissantes. Plus de 100 personnes sont victimes depuis hier d'intoxication alimentaire. Les victimes sont des clients d'une gargote dans Corentin, commune de Kaloum. Toutes ces personnes ont été admises à l'hôpital d'Onka. Pas de décès, mais des signes inquiétants. Vomissements, douleurs abdominales et diarrhée persistante. Aujourd'hui, il y a eu du mieux pour beaucoup d'entre eux. Sorry de Kera.
Le service des maladies infectieuses de l'hôpital national d'Onka. Il enregistre ce mardi l'un de ses plus grands taux de fréquentation de son histoire. Les patients, plus d'une centaine, viennent de Koronti dans la commune de Kaloum. Ils souffrent de douleurs abdominales, de vomissements ou encore de diarrhée. Ils sont victimes d'intoxication alimentaire suite à la consommation de riz dans une gargote de la place. Moi-même, j'avais commandé cette riz pour venir consommer, mais comme je ne mange pas à l'absence de ma petite fille, elle-même, elle est hospitalisée à ce moment. Donc quand je suis venu, j'ai acheté du riz 5 000 francs. Maintenant, je suis allé chercher ma petite fille pour venir manger ensemble. En ce moment, ma petite fille m'a dit, ah papa, nous-mêmes on a acheté du riz là-bas, mais tout le monde est en train de vomir. Bon, là où la jeunesse s'assoit, j'ai laissé ma petite fille d'aller voir mes amis là-bas. Il y avait au moins 4 de mes amis aussi là-bas qui sont en train de vomir. Il y avait un autre même qui a vomi jusqu'à vomir du sang. J'ai dit, ah, le cas là c'est grave. Après, on m'a signalé aussi un autre cas de l'autre côté. Je suis allé voir une dame là-bas avec toute sa famille. Donc, j'ai dit maintenant, ce n'est plus possible. J'ai dit au taximan maintenant de prendre tous ceux qui sont malades et les envoyer à l'hôpital. Selon ce que le commissaire principal de Kaloum nous a dit, qu'elle a confondu l'huile rouge avec l'huile de verin. Elle a préparé avec cette huile. Et comme vous savez, c'est très toxique. Donc, nos patients ont commencé rapidement à faire ces signes dont je vous ai décrit. Nous sommes autour de 137 cas. Parmi les victimes, la gargotière elle-même et certains éléments de sa famille. Ils étaient les premiers à goûter au repas avant les clients. Le ministère de la Santé, à travers la division prévention et lutte contre la maladie, rassure de toutes les dispositions pour la prise en charge et le suivi des différentes victimes. Nous avons décidé d'apporter des médicaments pour pouvoir contribuer à la prise en charge des cas qui ont été reçus à Donka. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'est déplorée et la situation est quasiment maîtrisée. Tous les malades ont été prélevés pour d'autres examens complémentaires. Les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Santé toujours, ce don de médicaments aux personnes en difficulté de la cité de solidarité de Taouya, c'est un geste des étudiants de la 49e promotion pharmacie de l'université de Conakry. La démarche vise à aider les bénéficiaires, surtout en cette saison pluvieuse. Adia Toubari. Les étudiants de la 49e promotion de pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry entament leurs festivités de fin de cycle par des œuvres de charité. Aux défavorisés de la cité de solidarité, ils apportent des soins et leur prodiguent, dit-il, conseil pour leur bien-être sanitaire. Nous faisons ce don de médicaments au centre de la cité de solidarité dans la commune de Ratoma afin de soulager autant que faire se peut les pensionnaires de ce centre dans la problématique qui constitue l'accès aux médicaments. Le médicament doit être dans une main experte. Ça doit être donné sur recommandation en toute connaissance de cause. Ce don est destiné à plus de 600 personnes vivant dans cette cité de solidarité. Les responsables promettent de faire un partage selon les besoins. Je verrai mes collègues médecins qui m'aideront à pouvoir partager ces médicaments comme il le faut. Parce que je vais référer mes malades à Jean-Paul II pour les délivrer des ordonnances. En fonction de ça, je cherche si les produits se trouvent avec moi, je leur donne. Avec ces produits-là, je suis satisfait à plus d'un titre. Et je remercie les donateurs qui ont eu le courage de venir nous aider. La 49e promotion de la pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry comprend 120 étudiants. Plusieurs d'entre eux sont issus de 14 pays africains, amis de la Guinée. Les jeunes femmes et sages de cette préfecture soutiennent le programme de développement du chef de l'État. Ils viennent d'organiser un meeting de soutien, meeting au cours duquel ils se sont prononcés en faveur de la réélection du professeur Alpha Condé. Ousmane Bangoura. Cet imposant carnaval ici à Gawal a été le début de cette manifestation de soutien pour la réélection du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à la magistrature suprême en 2015. Organisé par le mouvement des jeunes du RPG Arc-en-Ciel de Gawal, plusieurs sympathisants venus de Kakoni, Koulsitel, Hafia et Koumbia ont pris part à la rencontre. Nous avons dit que le train
de la démocratie, du développement conçu par le professeur Alpha Condé est mis sur le chemin, sur les rails. Pourquoi nous engageons à soutenir ce mouvement? Parce que nous avons compris que le programme de société du professeur Alpha Condé est un programme qui est réalisable, qui est visible, qui est palpable et qui fait bouger la Guinée. La jeunesse de Gawal, merci pour cette organisation. Depuis l'indépendance, Gawal n'a jamais bénéficié de la faveur des autorités. Grâce au professeur Alpha Condé, aujourd'hui la ville est éclairée et d'autres projets sont prévus. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Bokeh, satisfait de l'organisation, exhorte tous à la cohésion. Je vous l'ai dit, nous sommes venus pour voir et pour écouter. Nous avons pris bonne note des promesses que vous tenez aujourd'hui ici à Gawal. Nous n'avons donc pas un discours à vous tenir aujourd'hui, nous attendons au résultat. Et le résultat, c'est bientôt. La satisfaction pour cette marque de confiance des populations à la base était totale à la délégation. Ces retrouvailles ponctuées de prières et de bénédictions pour le rayonnement de la Guinée et pour la paix entre tous les fils du pays ont été autre temps fort de cette rencontre de Gawal. Je vous le disais au sommaire, les examens d'entrée au collège ont pris fin ce mercredi. Ces évaluations nationales vont être suivies bientôt du BEPC dans tout le pays. C'est à Tougué que le ministre de l'enseignement préuniversitaire a assisté à la fin de l'examen pour la 7e année. Amadou Touré, Sankumba Doukouré. C'est à Fatako, dans la préfecture de Tougué, que le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a présidé à l'ouverture de l'enveloppe de l'épreuve de calcul écrit avant de se rendre à Tougué Centre pour le lancement de la dernière épreuve de l'examen d'entrée en 7e année. Ils sont 2292 candidats confrontés aux épreuves de l'examen de passage au collège au compte de la DPE de Tougué. Nous sommes arrivés le week-end dernier, nous sommes allés sur le terrain, c'est-à-dire dans l'ensemble de la préfecture de la région de la Guinée. Ce qui a été constaté dans cette préfecture, c'est que toutes les dispositions et les instructions données par le département ont été prises pour le compte des examens. Vous avez vu au niveau de chaque centre d'examen, il n'y a qu'un seul gendarme. Il n'y a pas d'envahissement. On ne dit à personne, on n'a plus besoin de dire aux gens, il n'est pas envahi. Et on ne voit pas des enfants qui sont venus pour introduire des fraudes. Et c'est très important. Aucun cas de fraude n'a été enregistré au niveau des 183 129 candidats à l'examen d'entrée en 7e année. Nous sommes à notre 4e année d'organisation des examens. D'année en année, nous essayons de faire en sorte que la volonté du chef de l'État qui est de faire en sorte que notre école soit une école de qualité, que les résultats qui en découlent soient des résultats justes, soient des résultats corrects. Aujourd'hui, les enfants eux-mêmes ont compris qu'il suffit de travailler pour avancer et que quelle que soit leur position sociale, quelle que soit leur position géographique, il n'y a aucune influence sur le travail qu'ils doivent faire. Les enfants sont sereins parce qu'ils savent que ce qu'ils produiront découleront de leurs résultats. Après l'examen d'entrée en 7e année, les 123 342 candidats au brevet d'études du premier cycle sont programmés ce lundi 23 juin 2014. MTN Ariba vient en aide au système éducatif guinéen. La société a offert 5 cyber-écoles. Il faut dire que le mois de juin est l'occasion pour MTN Ariba de soutenir des projets d'éducation. Carlos Mandiano. C'est le Yellow Care à MTN Ariba Guinée. Durant 21 jours, les travailleurs de l'entreprise se mettent au service de la communauté. L'exercice de cette année a débuté le 1er juin dernier. L'éducation est particulièrement au cœur des préoccupations tout au long de la période. La société annonce la création de cyber dans 5 écoles avec 5 mois de connexion gratuite. Les écoles choisies sont le lycée Sangoya, le collège Kipé, l'école nationale de commerce, le CFP de Bokeh et l'institut de formation à distance de Cancan. Le programme Yellow Care est l'un des programmes phares de MTN Group, à travers lequel MTN s'engage à investir dans les communautés dans lesquelles nous opérons, en faisant en sorte que les employés puissent prendre de leur temps pour travailler sur des projets à caractère social.
notamment l'éducation. Les responsables des écoles bénéficiaires imaginent déjà le changement que l'outil informatique va apporter dans la formation des enseignants et dans le mode de gestion. Dès l'installation de ces appareils, tous les enseignants vont faire obligatoirement le cours informatique. Ils vont apprendre et à partir de l'année scolaire 2014-2015, toutes les évaluations seront crédibilisées et moralisées. On aura un système de base de données. Dès que l'enseignant finit son évaluation, il vient reporter les notes là et il n'y a plus de calcul manuel. Dans sa démarche, MTN bénéficie du soutien de NCA, Huawei Technologies, ZTE, l'Harmattan Guinée, CCG et Figura. La conjugaison des efforts a aussi permis de financer une bibliothèque mobile de 26 livres numériques pour sillonner les établissements scolaires de la capitale et de l'intérieur du pays. Quand on n'est pas dans le monde de l'Internet, on régresse, on est un peu analphabète en ce 21e siècle. Donc c'est très bien que MTN puisse mettre à la portée de tous les étudiants le matériel informatique pour qu'ils puissent être au même niveau que tous les jeunes des autres pays. Le gouvernement de son côté encourage ce genre d'initiative qu'il qualifie de bel exemple de réussite du partenariat public-privé. Lorsqu'une entreprise, quelle qu'elle soit, équipe le système de l'enseignement technique d'outils permettant à ces jeunes d'améliorer leur formation, leur information, cela est apprécié à sa juste valeur par le gouvernement. Donc l'ensemble du système éducatif et du gouvernement a remercié cette initiative qui aujourd'hui concerne 5 établissements mais qui demain pourrait en concerner plus. MTN Areban ne se contentera pas que d'installer les cyber-écoles. À travers la signature de cette convention, la société s'engage également à faire un suivi pour la pérennisation des équipements. On se dirige vers un échange d'expériences pour assainir la ville de Conakry. Des experts béninois sont à Conakry pour proposer le modèle de Cotonou en matière de gestion et évacuation des déchets. Ils ont été reçus par le gouverneur de Conakry. Le compte rendu de cette rencontre avec Moussa Bangora. Comment gérer les ordures ménagères à Conakry? La question était au centre d'une rencontre entre le gouverneur de Conakry, les représentants de la Société africaine de la salubrité urbaine et les acteurs impliqués dans l'opération d'assainissement. Cette entreprise béninoise qui a fait ses preuves en Afrique de l'Ouest et centrale est venue partager ses expériences avec les autorités guinéennes. La Société africaine de salubrité urbaine est une société qui intervient dans la salubrité urbaine et qui propose des solutions adaptées aux réalités africaines en matière de gestion des déchets solides ménagers et d'assainissement. À travers les déclarations du gouverneur, on a noté déjà une volonté politique, l'implication et l'engagement politique, et nous pensons que la possibilité financière, la possibilité de financement de l'activité aussi suivra normalement. Ces experts, à travers une vidéoprojection, ont expliqué la démarche à suivre pour que la capitale retrouve son image d'antan. Un défi à relever dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Conakry qui produit plus de 2000 tonnes d'ordures par jour. À Nongo, dans la commune de Ratoma, les femmes se mobilisent pour soutenir les efforts d'assainissement du gouvernement guinéen. Elles viennent de lancer une campagne pour rendre leur quartier plus propre, initiative soutenue par une bonne volonté qui leur a offert des kits d'assainissement. Maroufba Moussa Mangora. De Conakry propre et plus attrayante est l'une des visions du gouvernement de la Troisième République. C'est pour accompagner cette démarche que les groupements de femmes de Nongo et l'ONG africain responsable s'activent au ramassage des ordures dans le quartier et sur les artères principales. C'est comment pérenniser ce genre de choses. Parce que asséner une journée et puis laisser, ça ne serait pas important. Nous, on veut la pérennisation de ces actions. Le problème dont nous sommes confrontés aujourd'hui, il n'y a pas d'aide. Si une ONG initie ces genres d'activités et qu'elle émet des correspondances auprès des autorités et les personnes ressources du quartier, normalement, ils devraient venir en aide parce que c'est un travail noble. La santé avant tout. L'argent qui a été débloqué au compte des femmes pour l'assainissement n'a pas été mis à notre disposition. Tout se limite à la commune.
Dans cette lancée, des kits d'assainissement composés de brouettes, de balais, de râteaux et de gants leur ont été offerts par un fils du quartier. Ces femmes sont à encourager. Il ne faut pas les délaisser. Il faut vraiment venir au secours de ces femmes pour les encourager. C'est la santé pour tous. Cette campagne, lancée depuis 3 semaines à Nongo, donne un visage reluisant à ce quartier aux constructions modernes. Et puis la Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Hollande sans surprise, sans grande surprise, mais avec beaucoup d'efforts, a battu ce soir l'Australie 3-2. Le coup de théâtre, c'est l'élimination de l'Espagne qui a perdu 2-0 contre le Chili. Mais vous avez dû suivre tous ces matchs chez vous ou sur les écrans géants que le gouvernement a mis dans les 5 communes de Conakry. Alcini Pascal-Dine. Ils viennent des quartiers Afiatoa, Kenya et Cameroun pour suivre en direct les différentes rencontres de la Coupe du Monde de football Brésil 2014 sur ces écrans géants installés dans certains carrefours et maisons de jeunes de Conakry. À travers ce geste, le gouvernement guinéen entend créer une harmonie entre les couches sociopolitiques du pays. Le geste que monsieur le président de la République, son excellence le professeur Alpha Condé, pour ce geste, nous sommes très contents. Au nom de tous les jeunes du quartier Cameroun, la jeunesse est très contente. C'est salutaire parce que nous disons que le chef de l'État a fait un don pour la jeunesse et nous le remercions infiniment parce que c'est un geste qui n'est jamais fait d'abord en République de Guinée et nous disons grand merci franchement au chef de l'État pour accueillir ce don. L'initiative du chef de l'État de mettre à la disposition de la jeunesse ces écrans géants pour mieux suivre cet événement planétaire est appréciée. Et je ne saurais quand même, sans mentir, que l'offre du président de la République à l'unanimité est une bonne chose pour les jeunes. Parce que ça a permis à tous les jeunes du quartier Afia d'être souvent ensemble pour suivre les matchs, malgré que nous n'avons pas de courant. Et ça a évité aussi que les jeunes aillent dans la rue pour jeter des cailloux. C'est un geste qui est salutaire. Au nom de tous les jeunes de Afia, nous remercions le gouvernement. Le professeur Alpha Condé a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Cette politique se matérialise par ce geste. À suivre tout à l'heure, Cameroun-Croatie, un autre match décisif. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à Kouléwondi dans la commune de Kaloum et partout ailleurs dans le monde entier. Bonsoir.